Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Juge Lavergne, je vous en prie, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, m'entendez-vous? À présent, je vous entends. Bien, j'aurai trois dernières questions à vous poser. La première concerne les raisons qui vous faisaient désirer très fortement de rentrer au Kampuchea démocratique. Quelles étaient ces raisons en 1975? C'était pour les mêmes raisons que mes collègues au pays. Après le 17 avril 1975, la guerre a pris fin, nous nous sommes réjouis. Les étudiants qui avaient fini leurs études voulaient rentrer au pays pour contribuer à sa reconstruction. Deuxièmement, les étudiants qui avaient passé plusieurs années en France voulaient retrouver leur famille. C'était la même chose pour moi. Toutefois, comme je l'ai déjà dit, j'ai présenté ma candidature, mais on ne m'a pas convoqué à un entretien car mon premier fils venait de naître. C'était au mois de mai 1975, soit moins d'un mois après la libération. Donc, monsieur, vous aviez toute confiance dans les autorités du Kampuchea démocratique pour assurer un accueil de tous ces Cambodgiens, un accueil qui soit bienveillant et qui soit chaleureux. Effectivement, monsieur le juge. Et est-ce qu'une des raisons pour lesquelles vous étiez aussi confiant ne tenait-elle pas au fait que M. Khieu Samphan avait un rôle éminent au sein des dirigeants du Kampuchea démocratique? À l'époque, d'après ce que je savais, Khieu Samphan était président du présidium de l'État. S'il pouvait vivre dans le pays, eh bien, moi aussi. C'est pourquoi j'avais confiance. Quant à mes collègues qui sont rentrés au Cambodge, ils étaient un certain nombre. Et monsieur le témoin, j'ai une autre question. Est-ce que, mais peut-être avez-vous déjà répondu à cette question, je n'en sais rien, peut-être que je n'ai pas bien entendu. Est-ce que parmi les membres de votre famille, vous connaissez un monsieur Chau Sang? Je connais Chau Seng, mais ce n'est pas un membre de ma famille. Monsieur Chau Seng et moi-même venons du même endroit. Nous venons du même village natal, à Svai Tong. Je l'ai rencontré en France avant son départ pour le Cambodge. Mais à l'époque, il n'habitait pas à Paris, il était dans une autre ville.
M. Chao Sang était-il un ami de M. Khieu Samphan? J'ignore jusqu'à quel point ils étaient amis. Lui était bien plus âgé que moi. Je suis arrivé en France en 67 alors que j'étais encore assez jeune. Après le coup d'État, M. Chao Sang a participé au FUNK, mais j'ignore la nature de leur relation. Donc vous ne savez pas s'ils ont fait leurs études ensemble à Montpellier, s'ils ont participé au même mouvement progressiste, s'ils se sont rencontrés quand ils faisaient partie du gouvernement au temps du régime de Sihanouk. Quand il était étudiant à Montpellier, j'étais encore jeune. Je ne sais pas s'ils se connaissaient bien, mais avant la libération, il m'est arrivé de le rencontrer à Paris, mais pas souvent. Je savais bien sûr que Chao Sang était un progressiste. Je le savais depuis les années où j'étais un étudiant, ou plutôt un adolescent, se reprend l'interprète, au Cambodge. Et savez-vous où est mort Chao Sang? Je ne le sais pas. Alors je ne sais pas si je peux me le permettre, mais il semble que M. Chao Sang soit mort à S21. Voilà, Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser aux témoins et je remercie celui-ci pour sa coopération. Le Président, merci, Monsieur le juge. La parole est à présent donnée à l'accusation pour l'interrogatoire du témoin. Le coprocureur international. Bon après-midi, Monsieur Chao Sok-Kan. Je m'appelle Keith Rayner. Je suis l'un des procureurs dans cette affaire. Premièrement, m'entendez-vous? Le témoin. Bon après-midi, monsieur le procureur, je vous entends bien. Le coprocureur. J'ai d'abord des questions sur des crimes violents. Selon vous, si quelqu'un est arrêté et exécuté, est-ce que cela constitue un crime de violence? Réponse. C'est ainsi que je vois les choses, et ce, sans parler de quelque événement précis que ce soit. Tout criminel doit être jugé. Question. Pour vous, est-ce qu'exécuter quelqu'un est un crime de violence? Oui ou non? Réponse. Exécuter quelqu'un sans le juger, cela n'est pas approprié. C'est ainsi que je vois les choses. Question.
De 75 à 79, quelles informations avez-vous reçues sur des arrestations et des exécutions intervenues au Kampuchea démocratique? Réponse. De 75 à 79, à l'époque de ce régime, nous n'avons reçu aucune nouvelle du Kampuchea démocratique. Nous n'avons reçu que quelques nouvelles par la presse. C'est seulement plus tard que nous avons eu connaissance du conflit mettant aux prises le Kampuchea démocratique et le Vietnam, mais je n'ai pas eu d'informations de première main provenant du Cambodge au cours de cette période. Question. Monsieur le témoin, il y a au dossier des documents, parmi lesquels D313-1.2.3.74, et ce à l'intention des autres avocats, E3-1243, E3-984. Pris ensemble, monsieur le témoin, ces documents montrent que le comité des patriotes établi à Paris a publié ou diffusé les documents suivants. La constitution du Kampuchea démocratique, premièrement. Deuxièmement, les émissions de la radio de Phnom Penh. Troisièmement, les discours prononcés par Pol Pot. Quatrièmement, des discours prononcés par Ieng Sary. Cinquièmement, un discours prononcé par Khieu Samphan à Colombo, discours prononcé en 1976. Ensuite, le discours prononcé par Khieu Samphan à l'occasion du 3e anniversaire. Ensuite, un document de mars 1977 par l'intermédiaire de Nouvelles du Cambodge, ainsi qu'un magazine illustré mensuel. Êtes-vous en train de dire que quand vous étiez à Paris, eu égard à vos rapports avec le comité des patriotes, vous n'avez vu aucun des documents que je viens d'énumérer? Réponse. Je n'ai pas sous les yeux les documents que vous avez cités. Cela dit, d'après mes souvenirs, je peux dire que les documents diffusés par la radio si nous les recevions, nous les copions pour distribution, mais ça dépendait si nous les recevions ou non. Je ne me souviens pas des documents précis que vous venez de citer. Question. Vous dites donc que certains documents étaient publiés par le comité des patriotes à Paris, qu'ensuite ils vous étaient remis, après quoi vous les copiez et vous les distribuez à d'autres. Réponse. Effectivement, je peux dire que j'ai copié et distribué ces documents, mais je ne me souviens pas exactement de quel document précisément il s'agit. Je n'ai pas sous les yeux ces documents. Cela remonte à près de 40 ans. Je ne peux pas me souvenir de tous ces documents. Et je n'ai pas ces documents avec moi. Did you go once? Question. Êtes-vous allé chercher des documents une seule fois ou plusieurs fois? Et où êtes-vous allé chercher ces documents? Réponse. Je ne suis pas allé chercher de documents personnellement.
C'est l'ambassade du Cambodge à Pékin qui envoyait les documents par la poste à l'adresse de l'association. Voilà ce dont je me souviens à ce sujet. Question. Donc, la seule chose que vous ayez faite a été de copier ces documents, ou bien aviez-vous d'autres liens avec le comité des patriotes? Réponse. J'étais membre de l'association, j'en étais membre actif. Ce qui était diffusé, c'était la teneur complète des documents et le contenu des documents dépendait des dirigeants. L'interprète se reprend, il s'agissait des lecteurs et non pas des dirigeants. Question, dans quelle mesure étiez-vous intéressé à recevoir des informations provenant de votre patrie? Réponse, les informations reçues n'étaient pas actualisées. Ça ne marchait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Cela a été distribué par la poste. Il fallait donc un certain temps pour que les informations nous parviennent. Question. Veuillez réfléchir à ma question suivante. Veuillez décrire exactement la nature de vos contacts avec le comité des patriotes. Le témoin. Monsieur le procureur, je viens d'en parler. Peut-être ne m'avez-vous pas entendu. Je répète, j'étais membre de ce comité ou de cette association. En réalité, c'était une association et pas un comité politique. D'après les structures européennes, c'était une association. Question. Vous avez parlé d'une visite effectuée en Roumanie en 1974. Le document E3-3315 est un document du département d'État américain et il montre que cette visite était achevée à compter du 2 mai 1974. En mars 1974, des événements se sont produits à Udong. Avez-vous connaissance d'informations provenant de Khieu Samphan et datant du 5 avril 1974, ou bien d'une annonce de sa part au cours de laquelle il aurait affirmé ce qui suit? Il s'agit du document E3-167 que je vais citer. Le 18 mars, les forces armées populaires de libération ont libéré une nouvelle ville, celle d'Udong, en anéantissant tous les soldats marionnettes qui y étaient ainsi que leurs renforts. Autrement dit, plus de 5000 ennemis ont été éliminés, dont 1500 ont été faits prisonniers. Fin de citation. Cette information vous est-elle jamais parvenue? Réponse. Ce document que vous venez de citer, je ne l'ai pas sous les yeux. Deuxièmement, quand j'ai rencontré
que Sampan, notre rencontre a été brève et que Sampan n'a pas donné d'informations détaillées. Je n'ai aucun souvenir concernant ces événements d'Oudong. Question. Compte tenu du temps passé, dites-vous que d'après vos souvenirs, que Sampan, en Roumanie, ne vous a jamais parlé de l'élimination d'ennemis. Réponse. D'après mes souvenirs, il a parlé de la situation d'ensemble sans aborder de questions concrètes comme Oudong. Je ne me souviens même pas que le mot Oudong ait été employé. Question. Ai-je bien compris? Dites-vous que d'après ce que vous savez de Khieu Samphan, entre 1975 et 1979, il n'a apporté aucune contribution, par exemple, concernant la politique consistant à arrêter et exécuter des gens. Réponse. Ce que je peux dire, je le dis sur la base de la manière dont j'ai compris les choses, à savoir qu'entre 1975 et 1979, les arrestations ne relevaient pas de la responsabilité du président du Présidium de l'État. Et donc, lui n'avait rien à voir avec ce type d'événement. Il n'était pas habilité à faire ce genre de choses. Voilà comment je comprends les choses. Question. Savez-vous que Khieu Samphan a admis aux enquêteurs que lui-même ainsi que Dune étaient les deux seuls membres d'un bureau appelé le Bureau 870. Savez-vous quoi que ce soit à ce sujet? Réponse. Non, monsieur le procureur. Question. Savez-vous que Khieu Samphan a dit au bureau des co-juges d'instruction que l'une des fonctions du bureau 870 consistait à surveiller les membres du parti qui étaient suspects, et ce au nom du comité permanent? Réponse. Non. Question. Saviez-vous que le président du bureau 870 avait l'obligation de suivre la mise en œuvre des décisions et des politiques du comité permanent? Réponse. Non. Question. Savez-vous que le bureau 870 était l'un des bureaux qui était habilité à prendre des décisions concernant l'élimination de certaines personnes à l'intérieur et à l'extérieur des rangs du PCK? Réponse. Non, monsieur le procureur. Question. Savez-vous que dans un entretien accordé à Voice of America, document E3/630, Khieu Samphan a dit aux journalistes qu'il avait travaillé au bureau 870. Réponse. Je ne sais rien à ce sujet. J'écoute rarement les émissions de Voice of America. Question. Savez-vous qu'au cours de cet entretien, Khieu Samphan a déclaré à propos du bureau 870 que celui-ci était, je cite, « mon bureau ». Réponse. Non, je n'en sais rien. Question.
Savez-vous que Khieu Samphan a donné des informations sur l'arrestation de Dun? Réponse non. Question. Savez-vous qu'au cours d'un entretien entre Ieng Sary et Steve Eder, employé du tribunal, datant du 4 janvier 1979, Ieng Sary a confirmé que Khieu Samphan avait été nommé président du bureau 870? Réponse. Non, monsieur le procureur. Question. Savez-vous si Khieu Samphan a travaillé directement avec Pol Pot pour assurer la bonne mise en œuvre des décisions? Réponse. Concernant les relations de travail entre Pol Pot et Khieu Samphan, je n'en savais rien. Moi, j'étais à l'étranger. Question. Savez-vous que Khieu Samphan a dit au juge d'instruction qu'il n'avait entendu parler d'aucune arrestation avant 1979? Réponse. Non. Comment pourrais-je le savoir? Il a dit ça au juge d'instruction et pas à moi. Question. Khieu Samphan vous a-t-il jamais dit quoi que ce soit concernant ce qu'il savait des arrestations? Réponse. Non. Il ne m'a pas parlé d'arrestation quand je l'ai rencontré à Paris. Il y était pour préparer les accords de paix de Paris. Il n'a parlé d'aucune arrestation. Have the defence team or any others? Question. Est-ce que les équipes de défense ou d'autres personnes vous ont jamais montré un document du comité permanent du 8 mars 1976 mentionnant la présence de Khieu Samphan à une réunion du comité permanent qui abordait la question des arrestations? Réponse. Non. Je n'ai eu aucun contact avec les avocats de la défense concernant ce tribunal ni concernant les documents du dossier. Question. Savez-vous que Khieu Samphan a dit au juge d'instruction qu'il était au courant des disparitions des membres du comité central et du comité permanent? Réponse. Je ne suis pas au courant de ce que Khieu Samphan a pu dire au juge d'instruction. Question. Pouvez-vous expliquer pourquoi, parmi les 16 anciens collègues du FUNC et du GRUNC de Khieu Samphan, 9 ont été exécutés pendant la période du Kampuchea démocratique? Réponse. J'ai appris les exécutions plus tard, après 1979. C'est à ce moment-là que je l'ai appris dans les journaux. Plus tôt, ce genre d'informations ne nous était pas communiqué. Nous n'en avions pas de nouvelles. Question. Savez-vous quoi que ce soit sur le fait que Khieu Samphan prenait des notes lors de réunions secrètes du comité permanent? Réponse. Non.
Question. Je vois que mon confrère de la partie adverse se lève. Le président, l'avocat national de Khieu Samphan, vous avez la parole. Maître Kung Som On. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le co-procureur a fait référence à certains documents dans ses questions, mais ne les a pas cités. Il vient de dire que M. Khieu Samphan aurait pris des notes lors d'une réunion du comité permanent sans donner la code du document. Dans le cadre de sa question, Monsieur le Président, nous souhaitons que le co-procureur donne la code du document avant de poser les questions. Le procureur, Monsieur le Président, mon confrère a raison, je suis désolée, je citais le document E3-48, 7 candidats de Steve Heather, 0039 35 81 en anglais et en français, 007 29659 et en khmer 007 42 617. La note en pied de page fait référence à un article de Nate Thayer qui s'appelle Death in Detail, qui concerne des informations données par Doi. Monsieur Chau Sokam, ai-je raison de dire que vous n'avez absolument aucune connaissance concernant d'éventuels contacts entre Khieu Samphan et le roi Sihanouk entre 1975 et 1979? Réponse. Les rapports entre Khieu Samphan et le roi Norodom Sihanouk existaient bien, mais de quelle nature était-il? Je l'ignore. Je savais que le prince Norodom Sihanouk était proche de Khieu Samphan à l'époque. Question. Ai-je raison de dire que vous ne savez absolument rien sur les réunions du comité permanent et sur la fréquence de la présence de Khieu Samphan à ces réunions? Réponse, oui, vous avez raison. Question. Vous avez parlé de ce qui se passait avec le FUNK et le GRUNK après le 17 avril 1975. Que saviez-vous, le cas échéant, concernant une nouvelle constitution pour le Kampuchea démocratique et son rédacteur? Réponse. Je comprends votre question. Vous me demandez qui a rédigé la Constitution. Je l'ignore. Question. Avez-vous vu une copie de la Constitution lorsque vous étiez à Paris ou bien à tout autre moment alors que vous étiez en France à partir de 1975? Réponse. Non. Je n'en ai pas vu personnellement. Question. Avez-vous jamais entendu quoi que ce soit concernant la tenue d'élections au Cambodge début 1976? Réponse. Non.
Je n'étais pas au courant à ce sujet. Comme je l'ai déjà indiqué, à cette période, aucune nouvelle ne filtrait. Question. Avez-vous jamais entendu quoi que ce soit concernant un lien quelconque entre Khieu Samphan et la lecture d'aveux au Cambodge? Réponse. Je ne sais rien à ce sujet. Question. Rappelez-vous avoir écouté à un quelconque moment des diffusions de Khieu Samphan en 1976 qui parlaient de maintenir l'esprit de vigilance révolutionnaire? Je signale à la Chambre que je parle des 7 candidats 00 39 35 84 en anglais, en français 00 72 96 61 et en français 00 74 26 20 à 21. Je vais répéter la question. Étiez-vous au courant de discours prononcés par Khieu Samphan en 1976 qui parlait de maintenir un esprit de vigilance révolutionnaire à l'encontre des ennemis? Le président, monsieur le coprocureur, vous pouvez vous asseoir car nous avons des problèmes de connexion.
Le président, Monsieur le coprocureur, vous pouvez poursuivre. Veuillez répéter la dernière question que le témoin n'a pas pu entendre. Le coprocureur, Monsieur Charles Okon, je vais répéter ma dernière question. Avez-vous jamais écouté un discours marquant le premier anniversaire en avril 1976 où Khieu Samphan a dit qu'il fallait maintenir un esprit de vigilance révolutionnaire à l'encontre des ennemis? Réponse: non, je ne l'ai pas fait à l'époque. Question: lorsque vous étiez en France, avez-vous jamais entendu un discours marquant le deuxième anniversaire prononcé par Khieu Samphan qui parlait des sujets suivants? Premièrement, lutter contre toute catégorie d'ennemis. Deuxièmement, anéantir l'ennemi. Troisièmement, le faire proprement et avec rigueur. Et quatrièmement, continuer de lutter contre tout type d'ennemis à tout moment. Réponse: non. Question: et à l'occasion du troisième anniversaire, un discours a bien été diffusé par le Comité des Patriotes à Paris. Pour mes confrères, je donne la cote. Il s'agit du document E3/1389. Ce discours faisait référence d'abord à exterminer résolument tous les agents des Vietnamiens. Deuxièmement, exterminer résolument tous les agents de la CIA. Et troisièmement, exterminer tout type d'ennemis. L'avez-vous écouté? Réponse: vous avez mentionné une rencontre à Paris. Pour répondre à votre question, je n'en ai pas entendu parler. Je n'assistais pas à toutes les réunions au sein du comité à Paris. Question: à combien de réunions du comité avez-vous assisté à Paris à peu près? Réponse: je n'ai pas retenu la fréquence à laquelle j'assistais à ces réunions, mais c'était à plusieurs reprises. Question: lorsque vous étiez à ces réunions, est-ce que des gens parlaient de mort au Cambodge? Réponse: comme je l'ai déjà indiqué, nous n'étions pas au courant de cela entre 1975 et 1979. Question: j'aimerais être clair, monsieur. Choi Sok-kun, dites-vous ici devant la Chambre que pendant toute la période de 75 à 79, alors que vous étiez à Paris, vous n'avez
jamais entendu qui que ce soit dans votre entourage parler de gens qui mouraient de faim au Cambodge? Réponse, c'est exact. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit parler de cela. Question. Avez-vous jamais entendu parler de fausses allégations formulées à l'encontre de gens? Réponse, non. En 1979, d'après les informations dont vous disposiez, à votre avis, combien de personnes sont décédées au Cambodge entre 1975 et 1979? Réponse. Non, je n'en savais rien parce que nous ne recevions pas de nouvelles venant du Cambodge à ce sujet. Certains journaux ont pu le mentionner, mais je ne suis pas en mesure de vous dire exactement si ce qu'ils écrivaient était la vérité. Question. Avant la libération de Phnom Penh le 17 avril 1975, avez-vous écouté des diffusions qui parlaient de tuer les 7 traîtres? Réponse, non. Question. J'aimerais faire, comme l'a fait le juge Laverne, un résumé de vos déclarations. Peut-on dire que vous n'avez jamais travaillé avec Khieu Samphan? Réponse. Oui, on peut dire cela. Je n'ai jamais travaillé directement avec lui. Question. Vous n'avez jamais vécu au Cambodge à partir des années 1960. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. Je n'ai pas vécu au Cambodge depuis 1967. Mais j'ai visité mon pays à quelques reprises. Comme je l'ai indiqué, j'y suis allée en 2002 et en 2005. Et j'ai rencontré M. Khieu Samphan à Pai Lin et à Am Long Veng. Dans l'ensemble, donc, je peux dire que je n'ai jamais vécu au Cambodge pendant cette période. Question. Vous étiez à Paris, vous étiez membre de la communauté des Cambodgiens, vous participiez parfois aux réunions du comité des patriotes. Mais dans quelle mesure vous intéressiez-vous à ce qui se passait dans votre pays? Ne vouliez-vous pas absolument obtenir le plus d'informations possible? Réponse. Si l'on revient sur cette période, il n'y avait pas assez d'informations à notre disposition pour l'analyser. Concernant l'évacuation de la population, nous devions faire notre analyse sur la base d'informations très limitées qui étaient à notre portée. Question.
Quel était le document le plus important que vous avez lu en France qui racontait ce qui se passait au Cambodge? Réponse. Les documents importants n'étaient pas très nombreux. En tout cas, ce que j'ai lu, j'ai du mal à répondre à votre question. À l'époque, notre lecture de la situation était basée sur les sources d'informations très limitées qui existaient. Donc, je ne peux pas dire quelle était l'importance des informations, car nous n'en avions très peu. Question. Encore une question. Est-ce que je peux résumer ainsi, et vous me direz si je me trompe, est-ce qu'on peut dire que ce que vous nous dites sur le caractère de Khieu Samphan est basé sur des informations limitées? Réponse. Non. Concernant les informations sur Khieu Samphan, je pense avoir des sources d'informations suffisantes sur une certaine période de temps. C'est quelqu'un qui a toujours mérité mon respect et je me suis toujours intéressée à son sujet. Mais ces informations-là ne m'ont pas été envoyées entre 1975 et 1979, mais avec le temps, j'ai appris plus de choses à son sujet. Le coprocureur, merci, M. Charles Sokon. L'accusation a terminé son interrogatoire. J'aimerais passer la parole à mes confrères des partie civile. Merci d'avoir répondu à mes questions. Le président. Merci. La parole est donnée aux co-avocats principaux des parties civiles. Maître Pick Hong. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Maître Lau Chin-Ti et Pascal Aubois interrogeront le témoin. Maître Lau Chin-Ti. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à tous. Et bonjour à ceux qui nous suivent par Internet. Je suis Maître Lau Chin-Ti, avocat des parties civiles. Je suis avocat de l'organisation d'aide juridique au Cambodge. J'ai quelques questions à vous poser. Bonjour, Monsieur Charles Sokon. Réponse. Bonjour, maître. Question. D'abord, vous nous avez dit que vous êtes né au Kampuchea Krom et que vous êtes allé au lycée Sisowat, puis a fait vos études à Paris. Connaissez-vous un dénommé Chau Sao, né au Kampuchea Krom? Avez-vous des liens de parenté avec lui? Réponse. Je connais très bien M. Chau Sao. Son épouse a des liens de parenté avec mon père. Question. Savez-vous où il se trouve aujourd'hui? Réponse. Je l'ai perdu de vue, lui et sa famille.
il se peut que lui et son épouse soient décédés. J'avais entendu dire cela, mais j'ignore où ou bien s'ils ont été évacués. Question. Savez-vous ce que faisait M. Chow Sao et à quel endroit il le faisait? Réponse. Il travaillait dans une banque, c'était le président d'une institution de crédit national. Question. J'ai encore des questions. Le coprocureur vous a interrogé sur l'évacuation de la population de Phnom Penh et votre analyse de la situation. Pourriez-vous nous dire s'il y avait des discussions animées à ce sujet en France? Réponse. Nous savions très peu sur l'évacuation. J'ai aussi obtenu des informations de la part d'autres individus qui partageaient le même point de vue. Nous étions d'accord pour soutenir le FUNK. La ville et le pays ont été libérés et la population a été évacuée. En 1975, alors que la guerre faisait encore rage, la population de Phnom Penh était au début limitée, mais lorsque les Américains ont commencé à bombarder la frontière et d'autres champs de bataille, la population cambodgienne était terrifiée par ces bombardements et s'est réfugiée dans la capitale. Et donc la population de la ville est passée à plusieurs millions. On envoyait de la nourriture par bateau ou par avion de Preinakur. Je peux dire donc qu'il n'existait aucune autre option sauf d'évacuer la population vers les zones rurales, car si on bombardait la ville, il y aurait eu des victimes civiles parce que Phnom Penh était surpeuplé et ces gens devaient rentrer chez eux. Par ailleurs, nous croyons que l'évacuation était temporaire parce que nous étions convaincus qu'une fois la situation maîtrisée, ces gens pourraient rentrer plus tard. Question. Dans votre réponse, vous avez mentionné différentes questions. Bien sûr, plus tard, vous avez appris que les évacués avaient été confrontés à des difficultés et que certains étaient morts. Quel est votre avis là-dessus? Réponse. C'est malheureux que des gens soient morts. Cela m'a attristé d'apprendre que des gens étaient morts de maladies pendant l'évacuation. Mais il faut se poser une question. Sans évacuation, que leur serait-il arrivé? Je pense au ravitaillement. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Les problèmes avec le Vietnam
n'ont pas commencé en 79, mais bien avant. Interruption de l'avocat. Merci pour vos explications assez longues, mais j'aimerais que vous répondiez à ma question. Vous avez parlé de votre tristesse, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais est-ce que vous pensez que la situation était unique? Réponse: moi, je sais seulement ce qui s'est passé au Cambodge et je m'interroge sur l'option qui était la meilleure à l'époque. Comme je l'ai dit, la question était de savoir s'il fallait ou non procéder à une évacuation. Question. Je reviens à ma question précédente sur Chau Seo. Connaissez-vous la nature des relations entre cette personne et Khieu Samphan? Réponse: non. Je suis allé lui rendre visite à Tuol Kork, chez lui. Je l'ai rencontré certaines fois. Parfois, je ne voyais que sa belle-mère et nos rencontres étaient brèves. Question. Connaissez-vous son parcours scolaire et universitaire? Réponse: il est allé étudier en France, puis il est rentré au Cambodge. Il s'est marié. Sa femme était une lointaine parente de mon père et comme je l'ai dit, je suis allé lui rendre visite chez lui. Question. Vous venez de dire que vous connaissiez Khieu Samphan depuis l'époque où vous étiez adolescent. Vous dites que vous savez beaucoup de choses sur lui parce que vous le connaissez depuis 67 et encore jusqu'à ce jour vous le connaissez. L'accusation vous a posé beaucoup de questions, j'ai moi-même celle-ci à vous poser. À l'époque du Kampuchea démocratique, avez-vous reçu des informations qui vous auraient fait éprouver des regrets? Réponse: non, mais je regrette ce qui s'est passé sous le Kampuchea démocratique. Ils n'ont pas pu reconstruire le pays à cause de la guerre. La guerre a commencé fin 77. C'est cela que je déplore. L'accusation m'a demandé si je savais ce qu'a dit Khieu Samphan à un juge ou à telle personne. Moi, je n'en sais rien. À moi, il ne m'en a pas parlé. Question. Monsieur le témoin. S'agissant des activités de Khieu Samphan et des fonctions qu'il exerçait quand vous l'avez rencontré pour la dernière fois, avez-vous observé des changements? Réponse: je pense que sa position pure et patriote n'a pas changé. C'est ce que j'ai constaté en 2005, la dernière fois que je l'ai rencontré. Je le répète, c'est mon avis personnel.
Ici, je parle de lui uniquement. Je pense que c'est quelqu'un qui possède des qualités rares. Je dépose en tant que témoin, je le fais pour établir les faits. Ce tribunal vise à faire la lumière sur la vérité. Moi-même, je veux trouver la justice pour M. Kesampan. Question. Dans le passé, Kesampan a rejoint la résistance pour obtenir la justice, mais une fois au pouvoir, a-t-il offert la justice au peuple? Le président. Témoin, veuillez attendre. La défense de Kesampan veut présenter une objection. Allez-y. Maître Kong Som-on. Merci, Monsieur le Président. Je prie les juges de demander à l'avocat de la partie civile d'être plus précis. Il a parlé du moment où Kesampan était arrivé au pouvoir. Est-ce que l'avocat peut nous présenter certains documents? Si oui, il serait bon de le faire. Maître Largenti. Les documents pertinents sur Kesampan, ils existent. Il y en a un qui indique qu'il a été nommé président du Présidium de l'État. Autrement dit, il détenait du pouvoir sous le régime du Kampuchea démocratique. Le président. La Chambre souhaite entendre la réponse du témoin. L'objection est donc rejetée. Monsieur le témoin, veuillez répondre à la dernière question posée par l'avocat des parties civiles. Le témoin. Il m'est facile de répondre. Dans tous les journaux, dans les médias occidentaux, on dit que Kesampan jouait un rôle purement symbolique. Il était chef
d'État uniquement en titre, et cela est bien connu dans les pays occidentaux. Question. Dans le document E3/1701, qui contient les aveux de Lieng Sereivut, il est indiqué que M. Chao Sok-kun était en rapport avec Tri Mei-hut. Réponse. Je connais Tri Mei-hut, nous étions dans la même classe. Mais, maître, ces aveux ne peuvent être utilisés car ils ont été obtenus sous la torture. L'avocat. Merci, monsieur Chao Sok-kun. J'en ai terminé. Je vais laisser la parole à mon confrère. Merci, monsieur le président. Le président, huissier d'audience, veuillez vérifier avec la régie s'il faut changer de DVD. Le président. La parole est aux avocats de la partie civile. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour à tous ici présents dans le plateau à la galerie. Monsieur le témoin, bonjour. Je vais clôturer cette journée avec très peu de questions. La première, avez-vous été ou êtes-vous membre ou sympathisant du Parti communiste français ? Non. Deuxième question, Monsieur le témoin, savez-vous de quel crime Monsieur Kesampan est accusé devant cette chambre ? Je sais qu'il est accusé d'avoir commis des crimes, mais c'est au tribunal de découvrir la vérité, bien entendu. C'était pas la question. En particulier, il s'agira de trouver des preuves. Ce n'était pas la question, Monsieur le témoin. Je vous demandais de quel crime Monsieur Kesampan est accusé devant cette chambre. Je n'ai pas de documents avec moi,
Par les médias, j'ai su qu'il était accusé de différents crimes, y compris de génocide, ainsi que de crimes de guerre. Mais je n'ai pas de documents du tribunal en ma possession. Alors, vous pouvez consulter sur le site du tribunal l'ordonnance de clôture des juges d'instruction. Avant-dernière question, monsieur le témoin. Au cours de vos 4 rencontres avec Sampan, pourriez-vous nous dire brièvement quels sont les thèmes dont vous avez discuté? Concernant la première réunion en 1974, ce n'était pas un tête-à-tête, c'était une réunion de groupe qui a duré assez peu de temps. Nous étions à Bucarest. C'était une réunion informelle. Nous nous sommes posé des questions. Nous nous sommes demandé mutuellement comment cela allait. Il a parlé de la résistance dans le pays. La deuxième fois, à Paris, en 1989, il devait assister à une réunion en préparation des accords de paix de Paris. À ce moment-là, la réunion a aussi duré peu de temps. L'atmosphère était détendue. À l'époque, je suivais les informations concernant le processus des accords de paix de Paris, donc Sampan a été l'un des signataires. Et cela est très significatif. Concernant la troisième fois que je l'ai rencontré, c'était à Pailin, au cours d'une cérémonie religieuse. Je l'ai rencontré dans un temple. La quatrième fois, c'était à An Long Veng. Là aussi, ça a duré peu de temps. J'avais quitté Siem Reap. La rencontre a eu lieu durant l'après-midi et elle s'est déroulée dans une atmosphère cordiale. Merci, monsieur le témoin. Au cours des 4 rencontres que vous avez eues avec Sampan, auriez-vous constaté chez Sampan une tendance à dissimuler certaines parties de sa vie? Personnellement, selon moi, je n'ai pas constaté qu'il ait essayé de dissimuler quoi que ce soit. Je lui ai d'ailleurs posé des questions. Je lui demandais comment se passaient ses activités quotidiennes. Je l'ai interrogé sur sa sécurité personnelle. Il a dit qu'il ne connaissait pas de problème et qu'il utilisait les transports publics. Merci, monsieur le témoin. Avez-vous discuté de son rôle politique pendant la période du Kampuchea démocratique? Non, nous n'en avons pas beaucoup parlé. Durant notre conversation, on n'a pas abordé de questions précises. Merci pour votre réponse. Ma dernière question, serait-il juste de dire qu'en réalité, vous ne connaissez rien du rôle politique joué par Sampan pendant la période du Kampuchea démocratique? Je ne savais pas quels étaient ses autres rôles. Je connaissais justement uniquement ses fonctions diplomatiques et je savais qu'il occupait des postes en titre uniquement. Merci, monsieur le témoin. Peut-être en forme de conclusion, pensez-vous avoir appris quelque chose à l'occasion de cette audience sur M. Sampan et son rôle pendant la période du Kampuchea démocratique?
Je n'ai rien à ajouter. À l'époque, son rôle principal était celui de président du Présidium de l'État. Comme je l'ai déjà dit, les médias et la presse occidentaux parlent de son rôle qu'il exerçait uniquement en titre. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie, monsieur le témoin. Le président. Merci. Monsieur Chao Sokun, votre déposition est à présent terminée. Les juges et les parties n'ont plus de questions à vous poser. Nous vous remercions d'avoir consacré votre temps à cette déposition en faisant de votre mieux et en faisant preuve de patience. Votre déposition contribuera assurément à la manifestation de la vérité. Nous vous souhaitons bonne continuation, une bonne santé et bonne chance. Au revoir, Monsieur Chao Sokun. Le témoin. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Les services techniques peuvent à présent déconnecter la liaison avec la France. L'audience reprendra demain, le jeudi 23 mai 2013, à 9 h. Nous entendrons la déposition de la partie civile TCCP 187. Celle-ci sera interrogée en premier lieu par la défense de Khieu Sampan. Agent de sécurité, veuillez conduire les deux accusés au centre de détention et les ramener demain. Nunchea devra être conduit à la cellule temporaire du sous-sol, à partir de laquelle il pourra suivre l'audience. L'audience est levée.